Alors bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation, particulièrement à Paola Ranzini de m'avoir proposé de participer. Donc je vais vous présenter un projet qui s'appelle École du spectateur et qui travaille au développement d'un outil qui s'appelle e-spectateur pour analyser les corpus vidéo de spectacles vivants, donc à l'aide du numérique. Voilà, je suis Cécile Chantraine-Braillon, je suis aussi professeure en études hispaniques, hispano-américaines précisément, et spécialisée en théâtre de cette ère culturelle. Alors, ce projet en humanité numérique, École du spectateur, a pour objectif de proposer des méthodes informatisées pour analyser les arts performatifs. Et il fonctionne en lien avec le consortium Canva dont on a parlé tout à l'heure, qui est dédié à la recherche en analyse de corpus vidéo. Il a été labellisé en 2022 par la TGIR Humanum. Voilà, donc je reviendrai dessus un peu plus tard. Donc il s'agit dans ce projet, entre autres différents axes, de développer une application qui s'appelle e-spectateur et qui offre des fonctionnalités spécifiques pour l'analyse du spectacle vivant, avec voilà, différentes fonctionnalités, donc telles que la notation directement sur l'image, une ontologie de domaine et des modes de visionnage adaptés. Alors, j'ai retiré tous les noms là tout à l'heure en écoutant Fatia. Donc, l'équipe, elle est assez large. Alors, elle commence bien sûr à La Rochelle, l'université où je travaille, mais il y a aussi l'université de Poitiers qui est impliquée, l'université de Buenos Aires, l'université de Lille, l'université católica de Valencia, l'université de la Polynésie française, un lycée donc de La Rochelle, le lycée Henri Dauté, l'université Lyon 3 et l'université d'Avignon avec Paola. Voilà, le financeur principal est la région Nouvelle-Aquitaine à l'heure actuelle, mais bien sûr mon laboratoire à La Rochelle Université, le CRHIA, l'université de Lille avec la fédération Sciences et Culture du Visuel et aussi la TGIR Humanum avec le consortium Canva. Alors en fait, aux origines de ce projet, il y a tout d'abord un glissement épistémologique vers les performance studies dont je vais parler. Aussi une première école du spectateur qui a été créée à l'université de Buenos Aires. Et puis des premiers projets en humanité numérique qui ont permis en fait de s'engager dans cette voie de la création d'un outil plus spécifique aux arts performatifs. Alors le glissement donc épistémologique des études théâtrales vers les performance studies, donc pour les spécialistes, on a une émergence des performance studies dans les années 60 avec un directeur de théâtre et chercheur en études théâtrales qui s'appelle Richard Schechner, aussi un anthropologue Victor Turner, qui vont davantage s'intéresser à la performance en elle-même, c'est-à-dire la représentation, le spectacle artistique, que sur le texte en lui-même. Et donc, ils vont ouvrir des champs de travail scientifique sur, par exemple, les conditions de création, donc l'analyse du processus de création, et puis aussi le travail sur l'analyse de la réception. C'est-à-dire l'analyse du ressenti ou de l'opinion des publics. Alors ce glissement épistémologique, il va s'accélérer dans les 30 dernières années avec le tournant numérique, c'est-à-dire le fait qu'on a de plus en plus, lorsqu'on travaille sur, alors pour ma part plutôt sur le théâtre, dans les arts performatifs, on a énormément de documents qui viennent nous informer sur ce qu'a été donc la performance ou le spectacle. On a des documents donc nativement numériques, des vidéos, même si on en avait un peu avant avec le développement des différents types de captation vidéo, donc des vidéos, des photos, des captures sonores.
Et donc on parle en fait de performative turn, donc de tournant performatif, du fait qu'on utilise donc davantage on combine différentes méthodologies pour analyser les différentes disciplines qui intègrent les arts performatifs, donc le théâtre, la danse, le cirque, etc. Voilà, donc j'ai mis une photo du concert de Manu Lanvin qui a eu lieu en mars à La Rochelle, parce qu'on voyait toutes les personnes en train justement de prendre des photos ou de filmer, et je trouvais que c'était intéressant de voir justement la grande quantité, ça c'était exemplaire de la quantité de documents qu'il peut y avoir rien que pour un seul artiste, voilà, qui n'est pas forcément très connu. La Escuela de Espectadores de Buenos Aires, c'est un autre point de départ de notre recherche. Alors en 2001, donc un collègue de l'Université de Buenos Aires fonde une école du spectateur pour former le regard critique du public au spectacle proposé par les nombreuses scènes de la ville de Buenos Aires, qui est vraiment presque, c'est la 3e scène au niveau mondial, la ville de Buenos Aires. Et donc exercer le regard critique du spectateur, l'inciter à avoir une pratique théâtrale en tant que spectateur. Et aujourd'hui, donc, de par le succès de cette école du spectateur et aussi du réseau qu'a pu développer ce collègue Jorge Dubati, il existe donc plus de 70 écoles de par le monde, donc, et c'est même un réseau. Donc, en quoi consiste cette école du spectateur à Buenos Aires? C'est une école qui, en fait, vient généralement se tient avant la représentation des spectacles et propose une présentation des spectacles, différents axes en fait pour aborder en tant que spectateur ces spectacles, et des axes qui sont fondés sur des éléments d'analyse critique, c'est-à-dire sur la science et les recherches en art performatif, même si on a une approche qui est quand même davantage vulgarisée en quelque sorte, puisqu'il y a tout type de public, il y a des universitaires, mais il y a aussi des gens du public commun. Voilà, alors je ne sais pas pourquoi ça me l'a dédoublé. Il y a aussi donc, aux origines du projet École du spectateur, des premiers projets en humanité numérique. Donc il y a tout d'abord en fait une ANR, un projet ANR dont je faisais partie et dont était le porteur Fathia Idmond, donc entre 2014 et 2017, qui avait pour objectif de créer des outils numériques pour l'exploitation scientifique de manuscrits hispaniques, et je m'occupais précisément du fonds Carlos Denis Molina, qui est un dramaturge et homme de théâtre uruguayen, et qui, du coup, j'avais accès à toutes ces archives de théâtre, et il s'est agi évidemment de numériser, de traiter ces archives physiquement, de les numériser, de les classer, de les indexer, et de trouver un moyen de les publier en ligne, puisqu'il s'agissait d'un auteur tombé dans l'oubli, qui présentait pour le public à l'époque peu d'intérêt pour la recherche. Enfin, c'était vraiment parce qu'il était tombé dans l'oubli. Et donc, tout le travail a consisté à réfléchir à comment mettre en ligne ces archives et avec quel schéma de consultation intellectuelle, qui a été finalement celui justement de l'analyse du processus de création. Voilà, donc ça a débouché au niveau du livrable, entre autres, du projet ANR Chispa, avec la création d'une plateforme, pour le dire ainsi, de consultation de ces archives, qui est hébergée par la TGIR Humanum, et qui à l'époque bénéficiait de l'interface de visualisation Nakalona. Il y a eu aussi en parallèle un plus petit projet de recherche que je portais, donc, qui s'appelait Ulises, donc entre 2015 et 2016, financé par la Maison des sciences de l'homme de Lille, qui s'est donné pour objectif de réfléchir à comment valoriser la recherche en art performatif par le numérique. Et le travail a principalement tourné autour de l'établissement d'un état de l'art, des outils numériques existants,
pour la recherche en art performatif ou des outils qui puissent servir à cette recherche. Et nous nous sommes donc rapprochés. Alors il y a un article qui a été publié à l'issue de ce petit projet, et bon, bien sûr qui était aussi alimenté par les travaux de l'ANR Chispa. Mais voilà, il a été alimenté par des expériences que nous avons pu mener à l'université de Lille, qui bénéficiait, enfin qui bénéficie toujours, mais à l'époque c'était une équipex, IRDive, qui a donné lieu ensuite à la plateforme Sciences et Culture du Visuel. Donc on a fait des expériences avec des équipements d'excellence pour filmer par exemple des masterclass de théâtre et pouvoir observer le travail de direction d'acteurs et la noter. Voilà, c'est les tout premiers travaux. Je reviendrai aussi dessus pour vous montrer en quoi cela a un intérêt dans le développement de l'outil. Alors, ce travail d'état de l'art, il nous a permis aussi de constater, et Fatia l'a dit tout à l'heure, qu'en fait, on ne peut pas utiliser un seul outil en sciences humaines, un seul outil numérique. On est obligé de passer par plusieurs outils ou de ne pas passer par des outils. Mais en tout cas, il n'y a pas de commande d'outils qui pourraient nous permettre d'analyser les arts performatifs dans leur totalité, vu l'abondance de documents qui les constituent et puis leur hétérogénéité. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'est dit que moi, pour ma part, avec les travaux que je menais de plus en plus sur le théâtre hispano-américain récent, donc je travaillais de plus en plus sur la vidéo, on s'est dit que ce serait intéressant de travailler à partir de ce support, hein, qui est aujourd'hui la meilleure trace que l'on a de ce qu'a été le spectacle vivant, qui est, bon, voilà, je ne suis pas la première à le dire, qui est éphémère, donc non reproductible, et qui donc s'apprécie dans son acte de création, de réalisation. Voilà, on peut voir à quoi ça ressemble et on peut aussi en avoir une forme d'historicité puisqu'on a le déroulement avec la vidéo, donc on a une timeline. Voilà, donc on est parti de ce constat pour relancer un projet, enfin, ou lancer tout court un projet sur la création d'un outil pour l'analyse de vidéos de spectacles vivants. Alors, le projet à proprement parler, donc de l'école du spectateur, alors il s'appelle dans son acronyme complet ESNA, École du spectateur de Nouvelle-Aquitaine, et il a démarré par un rapprochement avec l'équipe scientifique développant le logiciel celluloïd, l'obtention d'un financement de la région Nouvelle-Aquitaine, et la collaboration continue avec la plateforme Sciences et Culture du Visuel dont je vous parlais tout à l'heure, donc issue de l'Equipex, hein, donc c'est l'Equipex Continuum de l'Université de Lille. Alors au départ, effectivement, on a ce logiciel celluloïd qui est, donc vous avez le joli logo tout en haut, qui a été créé et pensé par deux collègues en sociologie pour Laurent Tessier et en études filmiques pour Michael Bourgat. Ils sont tous les deux donc, professeurs à l'Institut catholique de Paris. Et ils ont développé cet outil d'analyse, d'annotation, c'est une application donc, qui fonctionne en ligne, d'annotation de vidéos. Pas pour le spectacle vivant, plutôt pour travailler des vidéos en cours avec les élèves et avec les étudiants. Donc ils l'ont fait héberger, donc c'est juste un hébergement par la TGIR Humanum. Donc à l'époque, donc on doit être dans les années 2016-2017. Et donc on avait plusieurs fonctionnalités existantes à l'époque. On pouvait donc créer un compte sur l'application, créer un projet en téléchargeant une vidéo depuis YouTube, ou alors rejoindre un projet existant créé par quelqu'un. Donc généralement, l'idée c'était de créer le projet en tant qu'enseignant
et de faire que les élèves rejoignent ce projet par un code. Et la fonctionnalité d'annotation qui a été développée, c'est celle de pouvoir annoter directement. Alors j'ai mis sur la timeline, mais en fait c'est donc en fonction de la timeline, pardon, et c'est directement sur l'image. Aussi l'autre fonctionnalité, c'était de réaliser des annotations collectives et de voir ensuite les annotations en faisant défiler la vidéo, qui pouvaient être soit, enfin selon le choix que l'on fait de visualisation, soit de voir les annotations, nos annotations, soit voir toutes les annotations. Alors ce logiciel, il présentait plusieurs intérêts pour notre groupe de recherche, celui d'être open source, c'est-à-dire que le code était libre, et bien sûr on a quand même contacté Mickaël Bourgat et Laurent Tessier au préalable pour leur dire qu'on souhaitait travailler sur ce code pour le spécialiser en études, en études des arts performatifs. Voilà, donc c'était la première chose qui nous intéressait, ce qui est vraiment essentiel pour nous en humanité numérique, en sciences humaines tout court, parce qu'on a généralement peu d'argent. Et donc ça, c'était un peu avant le démarrage du financement de la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis l'autre chose, c'était plutôt un aspect lié au domaine de la recherche en art performatif, c'était le fait que la notation collective était possible. Puisque si on veut travailler sur l'expérience spectateur, sur la réception, évidemment, on doit travailler sur la réception de plusieurs personnes. Et nous avons trouvé que c'était finalement une fonctionnalité qu'on pouvait récupérer et utiliser dans le cadre de nos recherches. Voilà, ces deux collègues se sont mobilisés par la suite donc, pour créer le consortium de recherche Canva, dont je vous ai déjà parlé, pour l'exploitation de corpus audiovisuels, en sachant que dans le consortium, nous sommes plusieurs chercheurs de différentes disciplines. Donc il y a des personnes en études filmiques, en sociologie, en histoire, etc. Donc c'est le support qui nous unit principalement. Alors l'école du spectateur de Nouvelle-Aquitaine, elle a pour projet de créer une école du spectateur à la fois présentielle, donc dans la même veine que celle que je vous ai présentée de l'Université de Buenos Aires, créée par mon collègue Jorge Dubati, et virtuelle. Et c'est sa spécificité dans le réseau pour donc former le regard du public étudiant, principalement. C'est la cible qu'on a choisie parce que c'est la plus accessible, on va dire, et lui permettre de mieux l'analyser et aussi l'inciter à la pratique de celui-ci en tant que spectateur. Il y a dans les projets région Nouvelle-Aquitaine, il y a une dimension aussi comment on répond à des exigences citoyennes. Donc voilà, ça en faisait partie. Donc l'idée, c'est de travailler les deux analyses, c'est-à-dire l'analyse par ordinateur et l'analyse en conditions réelles de façon parallèle, et de faire que les deux s'alimentent l'une l'autre, comme vous pouvez voir sur mon joli petit schéma. Alors, nous avons, à partir de ce travail, ajouté de nouvelles fonctionnalités à l'application Celluloid pour donner naissance à e-spectateur, ou e-spectator, si vous préférez. Alors, on lui a ajouté tout d'abord un mode de visionnage particulier qui s'appelle le mode performance, et que vous pouvez activer sur l'image du haut. Donc, en fait, toute l'image du haut, vous voyez, en fait, la partie où on voit une artiste, c'est normalement la vidéo qui court, et vous pouvez donc activer le performance mode. Ce mode performance, il est en fait issu d'une exigence, d'une contrainte que l'on a quand on travaille sur les arts performatifs, c'est que la performance ou le spectacle, il ne s'apprécie généralement qu'une fois, sauf quand on est chercheur et qu'on va le voir plein de fois, mais généralement c'est une fois. On ne peut pas sortir, on ne peut pas l'interrompre.
Voilà, alors, même si vous trouvez ça très scandaleux ce que vous êtes en train de voir, vous ne pouvez pas monter sur scène et dire tout doit s'arrêter. Voilà, vous sortez. Et donc l'idée, ça a été de contraindre, lorsqu'on se met en mode performance, contraindre le logiciel à vous contraindre à regarder la vidéo en une fois. Alors c'est un peu artificiel, hein, c'est-à-dire si vous voulez rebasculer en mode analyse, vous le faites, mais c'est pour vous obliger en fait à écrire vos annotations en fonction du temps qui court et de vous mettre le plus possible dans des conditions réelles, même si c'est complètement impossible. Hein. Alors voilà, il y a ce premier mode. Il y avait aussi le mode local, parce que je vous disais que Celluloid allait chercher les vidéos sur YouTube via une API. Et puis, en fait, lors du premier confinement, donc Michael Bourgat et Laurent Tessier m'ont indiqué que YouTube leur avait coupé l'API d'accès à leurs vidéos. Parce qu'ils souhaitaient, YouTube souhaitait récupérer les données utilisateurs. Donc il y a eu, voilà, les deux collègues ont refusé, et donc à partir de là, ils ont cherché à une autre solution pour pouvoir stocker, en tout cas aller chercher les vidéos. Et donc l'option qu'ils ont trouvée, c'est celle de Pertube. Qui était donc qui est une autre plateforme de stockage de vidéos, mais qui implique la création d'instances dont chacun est responsable, que chacun crée et qui est stocké en fait sur votre propre serveur. Après, Pertube offre quand même un espace de stockage sur leur propre plateforme pour pouvoir stocker un certain nombre de vidéos. Mais voilà, il y a une idée que vos vidéos sont stockées chez vous. Voilà, l'intégration de métadonnées en Dublin Core, c'est-à-dire que lorsque vous téléchargez la vidéo sur l'application, vous pouvez entrer des métadonnées, alors qui ne vont pas être intégrées au fichier vidéo. Là, le fichier vidéo n'est pas modifié, mais par contre, lorsque vous allez faire l'action suivante qui est d'extraire les données d'annotation, en fait, vous allez avoir les métadonnées de la vidéo que vous avez entrées qui apparaîtront sur le fichier, donc qui peut être extrait en XML ou en CSV. Pourquoi nous avons fait cela alors, pourquoi le Dublin Core d'abord? Pourquoi le fait de mettre des métadonnées en Dublin Core? Parce que il y a, la vidéo est une archive du spectacle, et donc spectacle qui est toujours un work in progress parce qu'il n'y a jamais vraiment de version finale, mais c'est une archive. Donc avec les travaux que nous avions menés dans l'ANR CHISPA, il nous a semblé que c'était le schéma de métadonnées qui était plus adapté pour décrire les archives, pour différentes raisons. Et donc ici, on a mis le set de métadonnées le plus simple de 15 champs. On pourrait le repréciser, on a déjà commencé à y réfléchir avec donc plutôt le Dublin Core set, qui nous permet, d'autres champs de métadonnées du Dublin Core qui nous permettraient d'affiner un peu plus notre description. Nous avons aussi intégré une ontologie de domaine dédiée au spectacle vivant. Et alors là, nous partions de rien, parce que, en fait, dans le spectacle, pour les arts performatifs, il n'existe pas d'ontologie de domaine, même s'il y a eu plusieurs initiatives dans le monde entier. Et en tout cas, il n'en existait pas pour l'analyse des spectacles. Et donc, il a fallu réaliser tout simplement un travail de réflexion épistémologique basique, c'est-à-dire basique, si je puis dire, mais de travailler sur l'analyse de vidéos que nous pouvions trouver soit sur les plateformes que nous propose France Télévisions ou sur aujourd'hui Cyrano Éducation, ou éventuellement des matériels que nous avions collectés. Et nous avons donc travaillé à l'analyse de ces vidéos et essayer de trouver des vocabulaires communs pour décrire ces spectacles.
selon différentes catégories, donc soit la mise en scène, soit la réception du public au niveau de ses émotions, etc. Et donc il y a un travail aussi de conception technique qui est réalisé à travers le logiciel protégé, pas le logiciel, mais le logiciel protégé, et donc qui va structurer l'ontologie dans un langage, donc le RDF, et qui nous permet ensuite de l'injecter dans le logiciel. Alors voilà à quoi ça ressemble. Vous avez donc pour l'image en haut une visualisation donc vous voyez, donc la vidéo est un peu coupée en deux, mais vous avez donc la timeline qu'on voit bien. Au-dessus, vous pouvez entrer une annotation libre. Vous avez la possibilité de catégoriser cette annotation par différentes catégories, donc qui est le début de l'arbre de l'ontologie, donc soit dire s'il s'agit d'une annotation liée à la mise en scène, staging, ou alors à la réception, audience reception. Voilà. Et puis vous avez aussi une partie, enfin en dessous, ce sont les émoticônes que nous avons utilisés pour signifier les émotions ressenties par les spectateurs, et j'y reviendrai après. Nous n'avons pas pour l'instant intégré davantage d'éléments de l'ontologie que nous avons construite, pour la raison principale que c'est un travail colossal de faire une ontologie de domaine, et que par rapport à l'envergure du projet financé par la Nouvelle-Aquitaine, ça n'est pas véritablement possible. Il faut vraiment envisager un projet beaucoup plus large et davantage financé. Et d'autre part, parce que quand vous commencez à manipuler l'outil, vous vous rendez compte que certains éléments, vous ne savez pas les mettre, vous ne savez pas les mettre, vous ne savez pas si c'est du staging, si c'est de la mise en scène ou si c'est de l'acting. C'est-à-dire que si un acteur bouge sur scène d'une certaine manière, vous n'arrivez pas à identifier. Alors si vous connaissez bien le metteur en scène, vous dites « Oh, ça c'est la touche d'un tel ». Et puis, si vous connaissez bien l'acteur, vous allez dire « Ah, c'est sa touche à lui ». Et donc, vous ne savez pas si c'est staging ou acting. Donc voilà, se posent des problèmes à ce niveau-là. Donc pour l'instant, on a laissé au niveau de l'outil disponible uniquement ce début-là de l'ontologie, ce qui nous semble déjà pas mal. Hein. C'est un peu dans l'esprit aussi de ce qu'on manipule tous les jours. Par exemple, les fonctionnalités de WhatsApp. Au début, on avait peu d'émoticônes. Ensuite, on a eu d'autres émoticônes. Sur Facebook, maintenant, on a des émoticônes qui bougent. Voilà, d'y aller progressivement et pas de fournir des choses qui seraient peut-être contestables et du coup, non, et après pas utilisables par les chercheurs ou les enseignants ou les élèves. Alors, on a fait plusieurs tests déjà avant de vraiment pour lancer l'outil, pour tout dire. Donc, on a fait des summer schools. Moi, j'ai testé avec mes étudiants. Voilà, parce que c'est les plus proches. C'est pour ça que je les ai choisis, parce que c'est les plus proches de moi. Et puis, aussi, nous avons participé au colloque Humanistica à Genève, donc en fin juin dernier. Alors, notamment dans cette perspective quand même d'aller un petit peu plus loin pour terminer le projet, voilà, parce qu'il va y avoir des livrables à rendre. Il y a cette collaboration donc, avec les sciences cognitives, et c'est la suite de la collaboration avec la plateforme Sciences et Culture du Visuel, donc l'équipe Ex Continuum dont je vous ai déjà parlé, donc de l'Université de Lille. Et on avait un projet commun qui vient de se terminer là en juin, donc 2023, pardon. Donc c'était le projet Visual Staging qui était financé par le CPER Hauts-de-France. Alors on a continué en fait à mener des expériences. Plusieurs. Je vous en présente une parce que c'est celle
elles ont toutes donné des résultats, mais celle-ci a particulièrement bien fonctionné. Donc c'était une expérience de motion capture, donc d'analyse informatisée des mouvements des acteurs, parce qu'on voulait vérifier que les acteurs, pour une même scène, vraiment la même, avec une metteur en scène qui travaille de façon très millimétrée, s'ils allaient jouer de la même façon dans un lieu conventionnel, c'est-à-dire un théâtre, une salle de spectacle, et en lieu non conventionnel. Donc on leur a installé des capteurs sur eux. On a pris le choix en fait d'analyser leurs mouvements, voir si l'amplitude de leurs mouvements, la vitesse de leurs mouvements était la même ou non. Et donc la conclusion principale, c'est que l'acteur, de façon consciente ou non, ça c'est une question qui n'était pas posée par l'expérience, en tout cas adapte l'amplitude de ces mouvements et la vitesse de réalisation de ceux-ci en fonction de la taille du lieu, ou au moins la perception qu'il en a. Alors, on a aussi réalisé une expérience tout récemment en 2022, donc on est en train d'analyser les résultats. Et cette fois-ci, on a voulu vérifier cette hypothèse de savoir si parce qu'il y a cette idée un peu que le spectacle vivant mobilise plus que la vidéo d'un spectacle vivant. Donc vous avez peut-être tous fait cette expérience ou pas d'aller au cinéma pour voir en direct une pièce de la Comédie Française. Moi, étant de province aussi, du coup, ça m'est arrivé un certain nombre de fois. Et donc, de ce fait-là, on s'est demandé si c'était la même chose au niveau de l'intensité des émotions. Les artistes le disent, mais est-ce qu'on peut le vérifier? Est-ce que physiquement, c'est une réalité? Physiquement et aussi mentalement, puisque l'émotion, c'est donc une réaction d'abord à un stimuli extérieur, donc c'est une réaction qui est physique d'abord et ensuite qui devient consciente. Donc avec les collègues de l'université de Lille, donc spécialisés en sciences cognitives, on a mené cette expérience. Donc en choisissant aussi les émotions en fait, que nous souhaitions analyser en fonction de la roue des émotions que vous connaissez peut-être de Robert Plutchik, pardon. Donc les premiers résultats, donc on a mené ça avec des capteurs spécifiques, avec des tablettes aussi. Les premiers résultats en fait, laissent entendre que effectivement, physiquement, moins sur le déclaratif, moins sur le conscient, mais en tout cas physiquement, les spectateurs sont davantage mobilisés par le spectacle en conditions réelles que par le visionnage d'un spectacle, même s'ils va le visionner, parce que nous c'était le cas de notre expérience, va le visionner dans des conditions excellentes, c'est-à-dire une salle de spectacle où on a simplement déployé un écran. Voilà, donc bon, ça fait l'objet d'une publication, donc c'est toujours très long de travailler sur tout ça, surtout quand on est à 500-600 km de distance entre nos deux universités. Mais en tout cas, c'est quelque chose que nous avons donc souhaité intégrer à l'outil, parce que ce qui est certain, c'est que le spectacle vivant, suivant d'autres expériences qu'on avait menées précédemment, le spectateur va vite déclarer ses émotions, contrairement aux arts mimétiques, le roman, etc. Il va vite déclarer ses émotions. Il va, par exemple, s'il a tendance à papoter pendant un spectacle, dire à son voisin « oh là là, c'est nul » ou « ça me plaît ». Mais en tout cas, il y a quand même une manifestation qui est assez rapide. Donc, on a voulu intégrer cette déclaration des émotions dans l'outil. Ça fait même partie d'un bras de l'ontologie. Mais on a voulu le faire de façon assez simplifiée. C'est pour ça qu'on est parti sur des émoticônes, notamment lorsqu'on est sur le mode performance, c'est-à-dire quand la vidéo court, c'est difficile de noter des émotions plus que celles, davantage que celles que vous avez là, telles que la tristesse, le rire, etc. Donc on est passé par des émoticônes, ce qui peut être contestable, mais en fait ça plaît à une grande majorité des publics étudiants, publics aussi. On a fait quelques tests sur des plus jeunes publics et aussi sur les publics de chercheurs. Donc voilà, on aime bien les émoticônes.
On est en train de travailler, donc ça c'est en cours, sur une déclaration automatique, c'est-à-dire qu'on essaie d'intégrer, enfin on intègre plutôt, dans l'outil la détection automatique à travers la reconnaissance faciale. Donc il existe des algorithmes qui permettent de le faire. Donc les collègues, les ingénieurs en informatique qui travaillent avec nous ont choisi selon eux ceux qui étaient les plus performants. Et ils ont donc on peut travailler en détection automatique, mais si on ne le souhaite pas, on peut ne pas l'activer. C'est-à-dire que si on ne souhaite pas être... alors on souhaite déclarer soi-même, donc on peut le faire. Si on souhaite que ce soit automatique, eh ben on passe par l'automatique. Et on peut faire aussi, on travaille aussi au semi-automatique, c'est-à-dire que en fait, l'outil va proposer en fonction des annotations déjà rentrées par d'autres utilisateurs, proposer une suggestion à tel moment du spectacle, vous devriez ressentir ça, avoir, je sais pas moi, l'émoticône hilar qui apparaît, pardon. Voilà. Et on est libre de dire oui ou non. Alors ça pose des problèmes éthiques aussi, parce que comment on stocke les données, donc il faut qu'on anonymise tout pour éviter que les données des utilisateurs soient conservées. Donc il y aura évidemment en amont de l'utilisation de cette fonctionnalité un message indiquant que voilà, il faut... pour l'instant, on n'a pas encore vraiment réfléchi, enfin si, on y a réfléchi sérieusement, mais est-ce qu'on leur demande de plutôt rentrer un pseudo ou on leur indique, attention, si vous rentrez votre nom, vos données vont être conservées. Enfin, voilà, c'est un texte qu'on doit préparer et notamment réfléchir avec des collègues juristes. Les perspectives. Alors là, ça dépasse peut-être un peu le financement actuel, même si nous pensons sérieusement à créer un format local de l'application. Donc l'application a été, le code de l'application a été réécrit complètement pour pouvoir être transformé rapidement en application desktop. Parce que ce qui se pose lorsqu'on travaille sur le spectacle de vivant comme problème, c'est le fait que alors Paola en parlait tout à l'heure, c'est le fait que vous travaillez sur des vidéos que les artistes ne veulent pas diffuser. Ils ne veulent que ce soit diffusé nulle part. Donc si vous utilisez donc le stockage sur Pertube, même si l'instance est chez vous, il y a des artistes qui vont vous dire non, pas du tout. Soit c'est sur ton ordi, soit c'est sur le mien. Mais il est hors de question que la vidéo soit diffusée où que ce soit. Donc le fait d'avoir le format local de l'application, ça éviterait ce problème-là. Par contre, il n'y aura plus de possibilité de faire une annotation collective puisqu'on ne travaillera plus en ligne. Voilà, donc on réfléchit à comment ensuite on pourrait régler ce problème à partir des fichiers CSV ou XML. Voilà, donc il y a notamment cette option-là. Adapter l'application pour différents dispositifs, peut-être le téléphone ou la tablette, ça pourrait être beaucoup plus pratique et beaucoup plus, peut-être d'utilisation plus ergonomique. Et puis, à l'heure actuelle, en fait, on travaille, pour ma part, je travaille à partir de plateformes que je trouve qui mettent les vidéos en ligne gratuitement. Donc je vous parlais tout à l'heure, vous connaissez peut-être Au spectacle chez soi sur France Télévisions. Voilà, il y a France Télévisions. Après, les plateformes sont toutes payantes. Donc il y a Drama Online, c'est payant. Théatrix, qui est une plateforme argentine, est payante. Il y a quelques spectacles qui sont gratuits, mais la plupart sont payants. Et celle qui vient d'apparaître depuis... quelques mois, peut-être 2 ans, c'est Cyrano Media. C'est Cyrano Éducation, pardon. Cyrano Media, c'est la société qui développe la plateforme, qui propose des vidéos de spectacles vivants à destination des enseignants-chercheurs et aussi des élèves, en fait, donc pour l'utilisation pédagogique. Donc l'idée, ça serait peut-être de réfléchir, c'est pas peut-être, c'est déjà, on travaille en partie avec eux pour réfléchir à comment on pourrait aller
récupérer leurs vidéos. Enfin, on a déjà des pistes. Comment peut-être créer une plateforme commune, parce que nous, on a notre plateforme. Enfin, c'est une forme de plateforme, l'application. Eux, ils ont la leur. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Voilà. Ce qu'il y a encore à faire, voilà. Et je vous remercie de votre attention. Oui, alors en fait, dans les vocabulaires contrôlés, soit on partait sur un thésaurus, soit sur une ontologie. Donc le thésaurus, c'est évidemment les termes sont reliés entre eux, mais c'est davantage une forme de dictionnaire en fait en ligne, informatisé on va dire. Alors que l'ontologie permet en fait d'établir des relations plus complexes entre les éléments. Donc souvent, ce qui est dit, c'est que l'ontologie, en fait, décrit le domaine. Mais ça pose quand même beaucoup de problèmes, en fait. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça pose le problème de où est-ce que je catégorise l'élément. Ça pose aussi le problème des écoles. C'est-à-dire, est-ce que si on est davantage sur telle école, c'est-à-dire comment on analyse une performance, on doit procéder comme ça, comme ça. En fait, mon arborescence, je ne vais pas du tout la développer de la même manière que travaillent, je ne sais pas, les collègues du Canada autour de Josette Ferral, par exemple. Donc, en fait, c'est vraiment complexe parce que, en fonction de là où on se trouve, il faut se dire que des collègues étrangers ne vont pas fonctionner pareil. Et c'est pour ça qu'il me semble que c'est un projet quand même plus large. D'autant plus que ça n'a pas été réalisé. C'est un projet plus large qui va impliquer pas seulement la réflexion sur la terminologie qu'on utilise sur le spectacle vivant, mais ça va aussi impliquer, et ça ce sont des collègues d'Australie qui le font, c'est-à-dire de créer l'ontologie, c'est pas simplement parce que c'est assez complexe, le lieu de la représentation, la date, les acteurs, et donc eux ils ont travaillé ce pan-là de l'ontologie. Donc, comment on essaie de créer quelque chose qui soit standardisé, international, et pourquoi international? Parce qu'on n'est pas non plus très nombreux dans chaque pays à travailler sur cela. On est un certain nombre, mais on ne peut pas non plus prétendre depuis la France de former une ontologie qui vaudrait pour tous. Donc voilà, donc on est parti sur cela. Voilà ce que je peux en dire. Oui. Oui, c'est-à-dire que c'est... Ah, d'accord, pardon. Oui, la question c'était que je précise un peu ce que j'entendais par vocabulaire contrôlé. Et après, on a entendu le reste, qu'il faudrait créer une journée d'études réunissant plusieurs spécialistes du domaine pour travailler à la réflexion autour de la création d'une ontologie.
J'ai une question. J'ai pas trop compris l'effet de la captation d'émotions du spectateur. En quoi, qu'est-ce que ça apporte à votre travail au niveau de l'analyse du spectacle? En fait, ça peut. Si on tient compte. Enfin, déjà, il y a une chose, c'est que on a constaté, comme je disais, à travers différentes expériences, que c'était quelque chose aller. Si on fait prendre un papier et un crayon à des spectateurs, c'est quelque chose qui vont le plus annoter les émotions qu'ils ressentent. Donc, ça joue forcément sur leur compréhension du spectacle, peut-être sur leur. S'il y a un rejet fort de ce qui, je sais pas, du dégoût, essayer de comprendre à partir de cela pourquoi il y a dégoût. Est-ce que c'est intentionnel depuis la mise en scène de faire qu'il y ait un rejet du spectacle et une réaction particulière par rapport au message qui est transmis dans la pièce, ou alors peut-être travailler sur ce dégoût pour se dire que si ce sont des jeunes par exemple, les amener à comprendre ce que cela veut dire et les inciter à aller voir d'autres spectacles du même type. Donc l'idée, c'est essayer en tout cas de collecter ces données sur les émotions et de voir en quoi elles jouent réellement sur la compréhension du spectacle, sur la façon dont le public l'appréhende. Est-ce que ça joue sur la popularité d'un spectacle? Parce qu'on a remarqué, en fait, alors ça peut vous sembler idiot, mais qu'effectivement, on peut presque catégoriser les spectacles en fonction des émotions. C'est-à-dire que plus vous avez de rire, plus vous allez catégoriser en tant que scientifique ce spectacle, sans avoir vu ces résultats-là, en tant que comédie. Donc, s'il y a plus de tristesse, plutôt en tragédie. Donc, dans les arts performatifs, il y a presque un lien entre émotion et catégorisation générique, en fait. Alors, c'est pas encore vérifié, mais en tout cas, ça nous a interpellés, en fait, en regardant les résultats.